Lumière. 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 Lumière sur la vie sans oxygène avec Emmanuelle Venin, professeure à l'Université de Bourgogne et chercheuse au laboratoire Biogéosciences à Dijon. Imaginez un monde uniquement constitué d'eau et de roches façonné par des centaines et des centaines d'éruptions volcaniques. Ce portrait, c'est celui de notre planète pendant plus d'1,4 milliard d'années. Pas d'oxygène dans l'air, pas de vie vraiment. Et si je vous dis que malgré un environnement pas très accueillant, il se pourrait bien que la vie se soit bel et bien développée. Sans oxygène, et ce, il y a plus de 2,5 millions d'années. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Emmanuelle Venin, professeure à l'Université de Bourgogne et géologue au laboratoire Biogéosciences à Dijon. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Emmanuelle, vous travaillez entre autres sur la question du développement de la vie sur notre planète, mais avant cela, je vous laisse vous présenter. Donc effectivement, je suis Emmanuelle Venin, je travaille ici à l'Université de Bourgogne depuis 18 ans maintenant, où je suis arrivée sur un poste de professeur. Au préalable, j'ai travaillé au Muséum d'Histoire naturelle à Paris pendant 7 ans en tant que maître de conférence. Et puis, même avant ça, j'ai fait mes études en Belgique, à Bruxelles, donc des origines disons non française sur la Belgique. Et donc je suis géologue depuis toute petite, passionnée par justement des problèmes d'évolution de l'environnement, les volcans, comme beaucoup de jeunes, attirés par les dinosaures, par la vie sur Terre, comment cette planète s'est façonnée, pourquoi aujourd'hui on a une planète qui est une planète vivante en fait. On parle de Gaïa, qui est notre planète, le nom qu'on donne à cette planète, qui est une planète source de vie. Donc voilà, toutes ces questions m'ont amené petit à petit à faire des études de géologie et puis à pouvoir exercer ce métier passionnant d'enseignant-chercheur, qui nous permet d'avoir multicasquettes. On enseigne devant des étudiants, devant un public qui peut être très large, principalement à l'université, mais on fait aussi des interventions pour les scolaires ou pour les tout petits, aussi dans les écoles en primaire. Et puis on a des charges administratives, ça c'est normal, puisqu'on est dans une structure qu'il faut faire fonctionner, donc on occupe des fonctions administratives à ce niveau-là. Et puis on fait de la recherche, et ça c'est le côté, je dirais, époustouflant, passionnant, motivant de notre métier, qui nous amène à nous poser plein de questions tout le temps. On a des réponses parfois, mais qui nous amène à nous poser plus de questions. Donc voilà, c'est un petit peu mon parcours jusqu'aujourd'hui. Alors justement sur la recherche, un de vos sujets de recherche justement, c'est la manière dont la vie se serait développée sur Terre sans oxygène. Est-ce que ça veut dire que l'oxygène n'aurait pas toujours été nécessaire au développement de la vie ? Comment c'est possible ? A priori, c'est ce qu'on arrive à démontrer quand même assez bien aujourd'hui, parce que donc là, je tiens à préciser quand même que c'est un travail qui a été mené en collaboration avec justement, ça c'est aussi un aspect qui est très important en recherche, des spécialistes de différents domaines. Il y a mon domaine qui est la géologie, la sédimentologie. J'essaye de comprendre les paysages, reconstituer les environnements qui régnaient sur la planète il y a très très longtemps et aujourd'hui. Je travaille donc avec des biologistes, des géomicrobiologistes et puis des minéralogistes, justement pour essayer de comprendre un petit peu, d'avoir des clés de lecture de ces environnements passés. Effectivement, depuis 2,5 milliards d'années, c'est il y a très 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 longtemps, il y a un grand événement qui s'est déroulé sur notre planète, qui a consisté en la mise en place d'une atmosphère oxygénée. D'abord un océan avec de l'oxygène, et puis progressivement l'oxygène a gagné notre atmosphère. Et depuis cette période-là, tous les organismes qui vivent sur Terre, même toutes les roches qui se forment à la surface de la Terre, sont contraintes et liées à la présence de cet oxygène. Ce qui veut dire qu'avant ce grand événement, alors qu'il s'est mis en place plus ou moins, c'est pas instantané, c'est quelque chose qui a été en plusieurs phases, mais disons que avant ces 2,5 milliards d'années, notre atmosphère était complètement différente, riche. Il y avait beaucoup d'azote, il y avait du méthane, il y avait de l'ammoniac, il y avait du CO2 en beaucoup plus grande quantité qu'aujourd'hui. On y reviendra peut-être un petit peu. Et donc c'était une atmosphère complètement différente. Donc comment imaginer la vie comme ça sur une planète où les conditions ne sont pas du tout celles qu'on connaît aujourd'hui ? Aujourd'hui, on sait que la plupart des organismes végétaux, en tout cas, pratiquent
pour puiser leur énergie, ce qu'on appelle la photosynthèse. Ça, c'est les plantes, les bactéries, etc. Donc, elles vont utiliser en fait les rayonnements du soleil, donc la lumière. Elles vont utiliser de l'eau et elles vont utiliser du carbone sous forme de CO2 pour pouvoir pratiquer cette photosynthèse et produire de l'oxygène. Alors, du coup, est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de vie avant ? Eh ben si, il y avait des formes de vie, mais qui puisaient leur énergie ailleurs que dans la réalisation de la photosynthèse. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc avec les collègues biologistes, géomicrobiologistes, on a réussi à démontrer qu'il y avait une façon de faire de la photosynthèse, mais sans utiliser le CO2 et sans fabriquer d'oxygène. Et pour ça, en fait, on utilise d'autres éléments parce que ces éléments étaient présents en grande quantité sur Terre à cette époque-là. On parle par exemple du soufre, de l'arsenic ou d'autres éléments. Et ce sont ces éléments-là, ces éléments chimiques qui en fait ont servi à ces premiers êtres vivants, qui étaient des bactéries donc en milieu aquatique, de proliférer, de se développer et de faire, je dirais, d'avoir un métabolisme très proche que celui que l'on connaît aujourd'hui et qui fabrique de l'oxygène, mais sans fabriquer d'oxygène. Donc c'était tout à fait possible. Et visiblement, il y avait beaucoup de bactéries. Certaines utilisaient l'azote, d'autres utilisaient le soufre, d'autres utilisaient, et celles qui nous ont intéressés ici, c'était l'arsenic. Alors, j'imagine que vous vous déplacez souvent sur divers sites un peu partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des lieux où se trouvent les éléments que vous analysez ? Alors il y en a beaucoup. Alors effectivement pour des raisons personnelles, pendant très longtemps j'ai voyagé beaucoup. Aujourd'hui je fais un petit peu plus attention. On est dans un contexte qui est un petit peu différent. Donc depuis les périodes récentes qu'on a connues, je vais pas revenir dessus. J'essaye de voyager ou de faire un petit peu plus attention, en tout cas sur mon bilan carbone, pour le dire comme ça. Mais en tout cas de faire plus attention. Mais j'ai pu voyager dans beaucoup de pays, à Cuba, en Iran, aux États-Unis. Alors j'y cherchais des choses différentes. Par exemple, à Cuba, j'avais travaillé sur des lagunes qui étaient actuelles et où justement on essayait de regarder le rôle des bactéries sur la minéralisation et la précipitation des roches carbonatées. Aux États-Unis, pareil, j'ai fait une mission récente encore du côté, alors c'est dans le Basin and Range, c'est du côté ouest. On est allé à Pyramid Lake et dans d'autres lacs pour essayer justement de regarder encore une fois, puisque ma thématique est quand même focalisée sur la compréhension en fait du rôle des bactéries sur la précipitation des carbonates. Et c'est vrai que j'y trouve des objets sur lesquels je peux travailler, échantillonner, ramener des échantillons au laboratoire et continuer de les analyser. Et à quoi ressemblent ces échantillons ? Est-ce que c'est des roches ? Est-ce que c'est de l'eau ? Est-ce que c'est de l'air ? Alors, il y a un petit peu de tout, parce qu'en fait, quand vous voulez étudier un système dans sa globalité, par exemple, typiquement, quand vous travaillez dans le registre fossile, vous n'avez que les roches. Donc, vous avez cette information-là et vous allez extraire tout ce que vous pouvez comme information de ces roches. L'avantage, et c'est la raison pour laquelle, en tant que sédimentologue, je suis passée dans l'actuel, c'est que là, vous avez l'environnement. Donc, vous pouvez faire des mesures. Donc, on prend de l'eau, on fait des mesures chimiques sur cette eau, physiques également. Et puis, vous avez la roche, parce qu'elle se forme très, très vite. C'est des processus qui sont très, très rapides. Et vous avez le vivant. Donc on va tout échantillonner, c'est-à-dire qu'on va échantillonner les tapis microbiens, on va échantillonner les roches et on va faire des mesures et des analyses sur l'eau de façon à comprendre les processus, en fait les facteurs qui contrôlent en fait la formation de ces roches carbonatées. Vous l'avez dit, vous avez été amené dans votre carrière à voyager à certains endroits. Sur le terrain, quels sont les outils que vous aviez pour ramener des échantillons ? Et aujourd'hui, au laboratoire, comment ça se passe exactement ? Alors ça, c'est une bonne question parce qu'en fait, elle a évolué tout au long de ma carrière. Il y a quelques années, quand je travaillais sur le registre fossile, parce qu'il y a un lien, ces communautés microbiennes sont celles qui peuplent notre planète depuis pratiquement l'origine de l'histoire de notre planète. Donc effectivement, j'ai travaillé sur des dépôts qui sont très très anciens et à l'époque, j'avais surtout besoin d'un marteau. Pour pouvoir prélever mes échantillons, bien sûr les inventorier, les ramener en laboratoire, de façon à faire quoi ? Sur ces roches, en fait, on réalise ce qu'on appelle des plaques minces ou des lames minces qui nous permettent de faire des observations au microscope. Puis ensuite, on utilise des tas de techniques qui se sont développées au cours des années. On utilise différents types de microscopie qui nous permettent à chaque fois d'aller
dans le plus petit, avec le plus d'informations possible. Par exemple, là maintenant, avec des méthodes de microscope électronique à balayage, on peut voir les filaments, on peut voir les bactéries, on peut voir les minéraux qui précipitent ou qui sont en lien avec la précipitation de ces bactéries. Donc vous voyez que là, on peut aller dans le très très petit en revenant au laboratoire. Et le fait d'avoir travaillé sur l'actuel, eh bien là, j'échantillonne un petit peu différemment. Là, vous allez recevoir dans une autre émission un de mes collègues qui est plongeur professionnel. Eh bien, depuis récemment, il m'accompagne dans certaines de mes missions. Et il fait des prélèvements, par exemple sous-aquatiques, qui me permet d'aller chercher des échantillons là où moi j'aurais quelques difficultés, et on a besoin pour ça d'un plongeur scientifique. Puis après, quand je rentre au laboratoire, j'utilise toutes les techniques qui sont disponibles ici à l'université. Et par exemple, quand on travaille sur des objets où il y a un petit peu de vivant et puis un petit peu de roche, eh bien à ce moment-là, on fait appel à des techniques spécifiques. Par exemple, on congèle nos échantillons et on va les étudier au microscope électronique. Pour ça, je travaille avec ici le laboratoire et notamment, par exemple, Aline Bonnotte, qui est ici sur notre site. Donc, vous pouvez aller comme ça assez loin dans la caractérisation. On va dire, l'objectif, c'est vraiment d'observer et de caractériser du mieux que vous pouvez le lien qui peut exister entre ces microbes, soit il y a très très longtemps, mais qui ont tous fait une chose, c'est qu'ils participent à la précipitation et à la formation des minéraux qui m'intéressent et qui sont les carbonates. Alors, il y a quelques semaines, vous m'aviez dit que vous étiez justement sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous raconter vos sujets de recherche actuels ? Alors, ils sont toujours très très orientés. Alors, comme je vous disais, j'ai recentré un petit peu mon activité sur la Bourgogne-Franche-Comté depuis ces derniers temps, même si j'ai fait une mission récente, comme je vous le disais, aux États-Unis. Mais on a quand même recentré sur la région Bourgogne-Franche-Comté parce que tout simplement, dans nos lacs et dans nos rivières, il y a les objets qui m'intéressent. Encore une fois, avec une activité microbienne. Et en fait, on s'aperçoit de plus en plus que c'est largement sous-estimé. Dans nos rivières, par exemple, je travaille sur des carbonates qui se forment aujourd'hui dans le fond de toutes ces rivières en Bourgogne. Et ce qui est passionnant, en fait, c'est que pendant très longtemps, on a considéré que les processus de formation de ces carbonates, c'était physique ou chimique. C'est-à-dire qu'il suffisait d'avoir les bons ions dans l'eau, la bonne température, les bonnes conditions d'acidité ou pas, et on avait de la précipitation carbonatée par dégazage du CO2 qui est présent dans l'eau. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que non, qu'il y a un autre composant qu'on a mésestimé, sous-estimé, qui sont ces bactéries, et qui sont très très présentes. Et donc, l'objectif aujourd'hui, maintenant, pour moi, c'est d'essayer de mieux mettre ça en lumière et de montrer comment ces bactéries, soit par le biais de la photosynthèse, en fait, elles utilisent un métabolisme qui est favorable et qui va conduire, en fait, à la précipitation et à la minéralisation de ces carbonates. Donc aujourd'hui, alors qu'avant, on pensait que tout était chimique, on est vraiment sur un balancier où la balance tente à tendre vers une activité microbienne très intense. Alors, quel est votre parcours ? Est-ce que petite, vous aviez une idée du métier que vous exercez aujourd'hui ? Ah oui, en fait, depuis toute petite, j'ai eu l'occasion de voyager il y a très très longtemps, donc j'avais 7 ans, donc ça commence à faire il y a longtemps, avec mes parents. J'étais allée aux États-Unis, au Grand Canyon, et j'étais estomaquée de voir une rivière à plus de centaines de mètres de profondeur encaissée dans une vallée. Et j'ai dit à mes parents, mais ça c'est pas possible. Comment la nature peut faire une chose pareille ? Et c'est parti de là. Après, je me suis intéressée un petit peu à tout, aux volcans, etc. Donc déjà depuis cet âge-là, en fait, j'avais une affinité, on va dire, vers ce domaine-là. Alors ça n'a pas été très simple parce que les aléas de la vie font que parfois on vous donne des orientations, ou en faisant mes études en Belgique, j'étais plutôt partie vers des études littéraires. Et puis j'ai réussi à convaincre mon entourage que ce serait bien si je pouvais faire des sciences, parce que c'était quand même ce qui me passionnait le plus. Et puis de là, je suis arrivée à l'université où il a fallu que je récupère un petit peu le niveau que je n'avais pas puisque j'avais fait des études littéraires, et ça s'est bien passé. Et du coup, j'ai continué dans ce domaine de la géologie. Alors, vous êtes aujourd'hui membre de l'équipe CEDS, c'est bien ça, je prononce bien ? Oui, tout à fait. Ok, du laboratoire Biogéosciences. Est-ce que vous pouvez nous présenter les axes de recherche de cette équipe ? Oui, tout à fait. Alors, à l'heure actuelle, j'étais responsable de cette équipe pendant un certain nombre d'années, mais voilà, il faut passer le flambeau.
et la personne maintenant qui est responsable s'en occupe très 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 bien. Donc en fait, on tourne nos thématiques en fait autour de 3 axes principaux. Il y a un axe qui est plus dédié aux flux sédimentaires, aux flux continentaux, qui est plus tourné vers l'environnement. C'est beaucoup en rapport avec ce qui se passe dans les sols et le flux du carbone dans les sols. Il y a un axe qui lui est plutôt tourné vers justement l'origine de la vie, tout ce qui est cycle biogéochimique, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre les cycles du carbone, du soufre, etc., des différents éléments chimiques depuis les temps les plus reculés de l'histoire de notre planète. Et puis il y a un 3e axe qui lui est plutôt axé sur des facteurs de contrôle de l'altération continentale, les changements climatiques qu'a subi notre planète depuis pratiquement son origine jusqu'à aujourd'hui, en se focalisant un petit peu plus sur des périodes entre, on va dire, 140 et 60 millions d'années, donc ce qui correspond en gros au Mésozoïque. Donc ça, c'est pour les thèmes, on va dire, principaux. Et puis il y a des axes transverses, et c'est là que moi je me place un petit peu plus, qui sont notamment l'un d'entre eux, qui porte plutôt sur tout ce qui est formation des carbonates, processus de biominéralisation, compréhension des communautés microbiennes. Et donc ça me donne l'occasion de travailler avec d'autres membres de notre UMR qui sont pas forcément dans mon équipe, mais avec lesquels on a beaucoup d'interactions, et notamment plus sur les aspects biominéralisation, paléontologie, et ça permet d'avoir des interactions et des liens croisés sur nos thématiques de recherche. Et si on regarde demain, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Plein de choses. Ce que je voudrais, c'est d'abord faire bien mon métier. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut souhaiter de mieux à un enseignant-chercheur, c'est de pouvoir faire de la recherche, de l'enseignement, peut-être un petit peu moins d'administration, ce qui est pas forcément mon cas pour l'instant, mais en tout cas la recherche. Donc ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'avoir plein de temps pour pouvoir m'épanouir dans ma recherche et de continuer sur des questions qui sont un enjeu crucial, parce que derrière tout ce que je fais là, mon histoire de carbonate, c'est qu'il y a le cycle du carbone, et il y a surtout le CO2. Et c'est vrai que le carbonate, c'est un objet dans lequel il y a une molécule de CO2 qui est piégée, et de bien comprendre ça, je dirais, c'est pas ce qui va sauver la planète, mais c'est un des facteurs, si on arrive à bien le comprendre, qui pourra participer et contribuer à réduire les quantités de CO2 qui sont présentes dans notre atmosphère. Et ça, c'est un de nos rôles en tant qu'enseignants-chercheurs, et surtout chercheurs, c'est d'essayer de trouver des solutions pour mieux vivre sur notre planète. Donc mieux la comprendre, mais aussi mieux réussir à vivre en harmonie avec notre environnement. Merci beaucoup Emmanuelle. Merci à vous. C'était Lumière sur la vie sans oxygène avec Emmanuelle Venin, professeure à l'Université de Bourgogne et chercheuse au laboratoire Biogéosciences à Dijon.